Eden Info, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Les titres du journal. Aucun projet d'arrestation de l'ancien président Boni Yaye. Déclaration du ministre Saka Lafia après les échauffourées entre forces de l'ordre et population au domicile de l'ancien président. Ce mercredi à Kadian, vous aurez la substance de la déclaration du ministre de l'Intérieur. Dans cette édition, les artisans de Glodjibé ont célébré ce 1er mai la fête du travail. Image également à suivre dans un instant. Et puis nous irons au Ghana à la découverte de la première compagnie de transport au monde qui n'emploie que des femmes. Voilà pour le sommaire. Accrochage cet après-midi entre les forces de sécurité publique et les populations à Kadiaon. Des pneus ont été brûlés, des pierres ont été jetées pendant que la police républicaine a fait usage de gaz lacrymogène. Selon les informations recueillies sur place, les populations auraient appris une probable tentative d'arrestation ou d'interpellation de l'ancien chef d'État Boni Yaye. Des propos que les responsables de la police refutent. Pour ces derniers, il n'y a jamais eu de projet d'arrestation de l'ancien président, mais les forces de l'ordre qui étaient prises à partie étaient dans une simple patrouille de routine, suivant la déclaration faite cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Il a été abondamment diffusé sur les réseaux sociaux cet après-midi que la police et l'armée sont allés interpeller l'ancien président de la République, le docteur Boni Yaye. Cela est un fake news, si on veut parler anglais un peu, comme on le dit dans votre jargon. De quoi s'agit-il en réalité? Nous avons appris qu'un attroupement se formait à Kadiaon en vue d'un mouvement de foule à travers la ville de Cotonou. Aucune manifestation de rue n'ayant été déclarée, nous avons envoyé des éléments sur le terrain afin de contenir le mouvement qui se préparait. Notre devoir, le devoir de la police, étant aussi d'empêcher les troubles à l'ordre public. Je peux vous assurer qu'aucun projet d'arrestation de l'intéressé n'a existé, contrairement à ce qui est relayé. Notre actualité dans cette édition, c'est dans la nuit de ce mardi 30 avril que le président de la Sénat, entouré des autres membres de l'institution, a donné les chiffres officiels des élections législatives. 22,99% des électeurs ont effectivement voté sur les 4 992 399 fonds convoqués selon Emmanuel Tiando. L'Union progressiste vient en tête, suivant ensemble les précisions sur ces résultats obtenus par chacune des deux listes en compétition. Des travaux de compilation, des résultats qui nous sont parvenus et de la délibération de ce jour 30 avril 2019, nous pouvons annoncer comme suit les grandes tendances des élections législatives du dimanche 28 avril 2019. Le dépouillement a été réalisé à 86%. Et le nombre d'inscrits au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui nous donne un taux de participation de 22,99% avec les grandes tendances réparties comme suit. Union progressiste, UP, 645 214 voix pour 47 sièges probables. Bloc républicain,
502 411 voix pour 36 sièges probables. Il est à noter que dans 39 arrondissements, le vote n'a pu se tenir en raison d'un certain nombre d'incidents intervenus dans ces arrondissements. Il revient à la Cour résultat définitif est de gérer le contentieux électoral. Il faut préciser qu'à la fin de la proclamation de ces grandes tendances, le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a refusé d'apprécier ou de commenter les résultats de ce scrutin qu'il qualifie de spécial, mais reste satisfait de la qualité du travail abattu par son équipe. On écoute à nouveau le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il est au micro d'Iden Télévision de Carole Olaye et Fiacre Voitan. J'ai déjà indiqué que cette élection a été une élection spéciale pour la Sénat. Ça suffit, je n'ai plus d'autres commentaires à faire. Mais j'ai aussi souligné que, bien qu'elle ait été spéciale, nous avons mis tout en œuvre pour relever les défis qui se présentaient à nous. Et vous êtes satisfait ce soir? Mais si je n'étais pas satisfait, je n'allais pas venir dans la salle pour vous parler. La satisfaction, c'est le devoir accompli. Maintenant, les résultats, j'ai dit que je n'ai pas à apprécier, je n'ai pas apporté de jugement de valeur sur les résultats qui ont été donnés. C'est tout. Voilà. Nous allons poursuivre cette édition avec la sortie des jeunes patriotes du Bénin qui ont animé une conférence de presse ce mardi 30 avril 2019. Objectif, répondre aux propos des deux anciens chefs d'État béninois. Ils fustigent les déclarations de Boni Yahi de Nicéphore Soglo qui exigent l'annulation du scrutin législatif de ce dimanche 8 avril 2019. Reportage. Les jeunes patriotes du Bénin étaient face à la presse ce mardi 30 avril 2019 pour réaffirmer leur soutien au président de la République, Patrice Talon. Ils ont profité de cette occasion pour répondre aux anciens chefs d'État qui condamnent les élections législatives de dimanche dernier qui se sont déroulées sans l'opposition. Pour Ama Afosogbe, cette situation n'est pas imputable au gouvernement, mais plutôt à l'opposition qui ne s'est pas suffisamment préparée. Le temps les a rattrapés. Le constat est là. Les élections ont eu lieu. Nous avons voté dans la paix et la quiétude. Le vote a eu lieu. La fin du film est très claire. Quant à Distel Amoussou, il dira que la loi est dure certes, mais qu'il faut la respecter. Lorsque la loi devient reine de la cité pour l'organiser, la structurer, elle s'impose à tout le monde. Donc, deux lois essentielles ont été votées par notre Parlement. Je veux parler du code électoral et de la charte des partis. À partir de ce moment, tous les acteurs politiques devraient se conformer ou ont pour obligation de se conformer à cette disposition légale. Les jeunes patriotes du Bénin ont invité pour finir le peuple béninois et toute la classe politique à sauvegarder la paix si chère au Bénin. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale étaient également ce mardi face à la presse. Bruno Amoussou, Antoine Dikolaolé et Mathurin Kofi Nago ont tenu à apporter leur contribution pour l'apaisement de la tension politique qui règne dans le cadre des élections législatives. Suivons un extrait de la déclaration du président Bruno Amoussou. Nous constatons que, après avoir successivement lancé des mots d'ordre, lancer des appels à peine voilés à la violence. Après avoir fait tout cela, nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré assez élevé dans l'agressivité des propos. Et il nous a semblé, nous, en tant qu'anciens présidents d'institutions de la République, de venir dire que cette démarche ne nous paraît pas correspondre à ce que le peuple béninois attend de nous, attend des anciens responsables, attend de ceux
qui ont eu la possibilité d'occuper des fonctions élevées. C'est pour ça que nous avons décidé de venir vous rencontrer pour partager avec vous cette appréciation et souhaiter plusieurs choses. La première, c'est que nos anciens chefs d'État renoncent à leur projet ou de vengeance ou de querelles qui peut les opposer à l'actuel chef d'État. Ce n'est pas le sujet du pays. On peut comprendre très bien qu'il y ait des ressentiments, qu'il y ait d'autres considérations, mais tenons-nous-en aux considérations qui impactent notre pays, notre développement. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons que, une fois dans ce positionnement, puisse ouvrir le vrai dialogue sur les problèmes du pays, la question électorale, qui est une question dont on peut discuter, puisque nous l'avons fait, nous avons trouvé des solutions. On peut discuter de la question électorale à tout moment, mais on ne peut pas aboutir si interfèrent à chaque fois des considérations subjectives qui n'ont rien à voir avec la problématique électorale. La troisième chose, c'est que, nous n'avons pas à inciter les populations à la violence. Nous avons, en tant qu'ancien président d'Assemblée nationale, je vous assure, nous nous sommes investis auprès de tous les acteurs, y compris les anciens chefs d'État, pour arriver à apaiser la situation, pour arriver à trouver des formules consensuelles. Force nous est de constater que c'est difficile, c'est très difficile. La mission d'observation de l'Union africaine ayant séjourné au Bénin dans le cadre des élections législatives d'avril 2019 était face à la presse ce mardi pour rendre publiques ses observations. La mission a déploré les cas de violence qui ont émaillé le scrutin dans certaines localités, la coupure de l'Internet le jour des élections. Les observateurs de l'Union africaine ont également souligné le faible taux de participation, suivant un extrait de la déclaration lue par Aboubakar Koné, président de la commission Coopération, Relations internationales et résolution des conflits au Parlement africain. Propos recueillis par Cano François Rombélé-Rinto et Fiacre Voïton. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a pour mandat, entre autres, d'écouter et de s'informer dans le but d'apprécier le caractère des élections législatives du 28 avril 2019. La mission présente dans les lignes qui suivent ses constats sur les 4 principales étapes du jour du scrutin que sont l'ouverture des postes de vote, l'opération de vote, la fermeture des postes de vote et le dépouillement des votes. La mission tient à préciser que ces constats ont été établis sur la base des observations d'un échantillon de 9 équipes d'observateurs de courte durée déployés dans 7 départements du pays, Atlantique, Collines, Koufor, Littoral, Mono, Ouémé et Plateau. La mission a également constaté que la présence des délégués des listes candidates n'a pas été systématique dans les postes de vote visités au moment de l'ouverture du scrutin. De l'ouverture à la clôture du scrutin, la mission a constaté un faible engouement populaire qui s'est traduit par l'absence de file d'attente dans les postes visités où en moyenne 386 personnes étaient inscrites sur la liste électorale. L'atmosphère était calme tout au long des opérations de vote dans tous les centres de vote visités par la mission. Cependant, elle a été informée des cas de violence qui ont malheureusement débouché sur des pertes en vie humaine dans les localités de Banté et de Parakou. Une situation que la mission déplore vivement. Du fait de cette violence, une des équipes déployées dans le département des Collines a été contrainte de rebrousser chemin et n'a pas observé dans certaines communes de ce département pour des raisons de sécurité. Dans tous les postes visités, les agents électoraux, assistés de scrutateurs, ont conduit le dépouillement sans interruption et sans ingérence et, généralement, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur. La mission a constaté la mobilisation systématique des délégués des listes candidates
qui étaient représentés dans tous les postes visités. La présence d'observateurs citoyens, bien que faible, ainsi que le caractère public du dépouillement de vote sont deux garanties qui ont accru la transparence de cette opération sensible le jour du scrutin. Parlons à présent d'autres actualités. Le collectif des artisans de l'arrondissement de Glodjibé a célébré la fête du travail ce 1er mai. L'événement s'est déroulé dans l'enceinte de l'arrondissement en présence des autorités de la localité, des patrons et des apprentis de divers métiers artisanaux. Reportage Samson Oké, Denis Marouya. Ils sont nombreux, patrons et apprentis de divers métiers artisanaux de l'arrondissement de Glodjibé, à se donner rendez-vous pour commémorer la fête du 1er mai consacrée aux travailleurs. Une célébration qui a connu la présence des autorités politico-administratives de la localité. Une occasion saisie par les initiateurs de cet événement pour présenter quelques-unes des doléances du collectif des artisans de Glodjibé aux autorités présentes. Nous demandons donc la mise en place d'une base d'appui artisanale, l'accès au fonds d'aide aux artisans de notre arrondissement, la construction d'un centre de formation artisanale pour les enfants handicapés et orphelins, la construction d'un centre d'insertion et de suivi des cas sociaux pour l'apprentissage des métiers de l'artisanal. Après avoir pris l'engagement de satisfaire quelques-unes de ces doléances, le chef de l'arrondissement de Glodjibé a salué le rôle important que joue cette couche socio-professionnelle sur son territoire. Le rôle que jouent nos artisans dans le développement de Glodjibé est immense. En réalité, que ce soit maçon, coffreur, coiffeur, mécanicien, tailleur, couturier, etc., qui peut dire qu'il n'a jamais bénéficié de leurs prestations. Personne ne peut leur dénier le rôle important qu'ils jouent dans le développement socio-économique de l'arrondissement de Glodjibé. La célébration du 1er mai édition 2019 ici à Glodjibé a été riche en couleurs. Danse, chant, interprétation artistique, défilé de mode, agape fraternelle, tout a été organisé pour marquer l'événement. Puis atelier de validation des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire. C'était ce mardi 30 avril 2019 en présence du représentant du ministre des Affaires sociales et des personnes âgées. Réfléchir aux stratégies pour aider les personnes âgées en leur apportant un appui psychosocial adéquat est entre autres l'objectif visé par cet atelier de validation initié par le ministère de la Microfinance et des Affaires sociales. Une politique a donc été élaborée et cette politique prévoit la prise en charge holistique des personnes âgées. Mais il n'existe pas encore un référentiel de prise en charge pour consolider la politique. Et c'est pour combler ce vide d'inexistence d'un référentiel et pour apporter les solutions adéquates aux difficultés rencontrées par nos parents si chers à nos cœurs que le ministère en charge des Affaires sociales a commandité, avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé, l'élaboration des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire. Un document élaboré de manière participative et concertée avec toutes les compétences nécessaires, y compris celles des personnes du 3e âge, selon Victoire Mireille. Et ce document sera mis à la disposition des acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection sociale des personnes âgées pour que nous contribuions efficacement à l'harmonisation et à l'amélioration des interventions en faveur des personnes du 3e âge. Pour la vice-présidente de la plateforme des personnes âgées, cette initiative est réconfortante. Nous sommes davantage plus réconfortés quand nos autorités se souviennent de nous. Cela nous rassure et prouve à suffisance que nous ne sommes pas oubliés. La présente cérémonie n'est pas une formalité, mais un grand pas vers l'atteinte des objectifs
d'épanouissement des personnes âgées. Heureuses d'être les témoins d'un tel événement, les personnes âgées présentes à cet atelier ont invité leurs pairs à être les missionnaires de la bonne nouvelle en soutenant les actions du gouvernement. Cette cérémonie d'ouverture du dit atelier s'est achevée par une photo de famille. Et puis hors du Bénin, basée dans la ville côtière de Takoradi au Ghana, la compagnie Ladybird veut briser les stéréotypes. C'est la première compagnie de transport au monde qui n'emploie que des femmes. Le secteur des hydrocarbures est un important pourvoyeur d'emplois au Ghana. 8% des femmes actives travaillent dans les transports et le stockage, mais restent largement dominées par la gente masculine. Abigail Samadou Amoa, conductrice pour la compagnie, et ses collègues espèrent bousculer les habitudes et inspirer d'autres femmes. Reportage. Au volant de son camion, Abigail Asoumadou Amoa prend d'assaut les routes du Ghana pour briser les stéréotypes. Elle est conductrice pour Ladybird Logistique, une entreprise qui n'emploie que des femmes. Je suis tellement fière. Ça m'a beaucoup aidée. J'encourage donc les autres femmes. On a des entreprises, mais une entreprise exclusivement féminine, c'est la première fois. Pas seulement au Ghana, mais dans le monde entier. C'est dans la ville portuaire de Takoradi, véritable plaque tournante pour les entreprises de transport, que Payine Marfo dirige sa société. Dans un secteur à prédominance masculine, sa démarche favorise l'autonomisation économique des femmes et apporte quelques avantages. Je pense que les conductrices sont plus prudentes. Elles sont très prudentes. C'est peut-être un truc de femme, parce qu'on pense toujours aux enfants qu'on a à la maison et on ne veut pas prendre certains risques. Chaque jour au Ghana, des centaines de chauffeurs de camions se rendent sur les routes délabrées du pays pour transporter le pétrole vers les sites miniers, un travail traditionnellement réservé aux hommes. Une enquête réalisée en 2014 a révélé que seulement 0,3% des femmes ghanéennes étaient employées dans le secteur des transports et du stockage, contre près de 8% des hommes. L'initiative de Payine Marfo est globalement bien accueillie par les conducteurs masculins. Nous n'avons pas eu d'incident majeur jusqu'à présent. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup de respect de la part des hommes et ils se rendent compte que ces femmes sont de bonnes conductrices. Ladybird emploie aujourd'hui plus de 20 femmes et a de grandes ambitions pour l'avenir. Comme Abigail, ses conductrices veulent donner l'exemple dans le pays et espèrent influencer d'autres secteurs d'activité. Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD a ouvert dimanche à Dakar le premier rendez-vous de l'agriculture numérique en Afrique de l'Ouest qui s'est tenu du 28 au 30 avril. L'activité vise à promouvoir la prise en compte du numérique et des sciences de l'informatique dans les métiers agricoles. Reportage. L'agriculture n'est plus seulement une affaire d'agronomes. Le numérique et les sciences de l'informatique prennent une importance croissante dans les métiers agricoles. Le projet PixFruit, développé par le CIRAD et l'Institut sénégalais de recherche agricole, vise à évaluer la production d'un champ de manguiers. Jeune ingénieure télécom sénégalaise de 28 ans, également engagée dans l'humanitaire, Awa Thiam a fondé la société Lifantou et mis au point une plateforme de commerce électronique qui met en relation les cantines scolaires et les coopératives agricoles. Objectif, raccourcir la chaîne de ravitaillement entre cantines et agriculteurs. Nous nous sommes rendus compte que les écoles avaient un budget parfois très limité pour pouvoir nourrir leurs enfants, mais que la chaîne de distribution est tellement longue qu'on a entre 25 et 50% du budget qui passe sur le transport, sur les intermédiaires qu'on a dans la chaîne. Aujourd'hui, avec la plateforme Lifantou, les écoles peuvent acheter directement sur la plateforme des produits directement chez les producteurs. Donc il n'y a plus d'intermédiaires. PixFruit est un système révolutionnaire faisant appel à l'intelligence artificielle qui permet de compter précisément la production. Il suffit à l'agriculteur de photographier avec son smartphone quelques-uns de ses arbres dans chaque champ et le logiciel fait le reste grâce à des modélisations complexes. Et on peut vraiment dire qu'il y a une révolution numérique en Afrique en particulier, qui est un lieu d'innovation forte où le numérique a vraiment percé et toute sa place pour continuer à percer et faire avancer le développement du continent. Plus besoin pour l'agriculteur de marcher plusieurs kilomètres ou de dépenser de l'essence chaque jour pour rejoindre ses champs, ou bien d'embaucher un garde-pompiste. Il commande le départ et l'arrêt de l'arrosage avec son téléphone portable. Le succès est au rendez-vous, avec 250 boîtiers déjà vendus et des commandes du Maroc et de la Zambie.
La société compte 12 salariés au bout de 2 ans d'existence et Oumar Bass a créé dans la foulée une autre société de livraison et de services après-vente qui en compte 22. Et de l'info, stop et fin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes Sud Télévision. Au revoir.